Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie de me permettre de présenter mon travail aujourd'hui. Et donc la communication que je vais vous présenter traite du deuil périnatal et plus particulièrement des communautés de mamanges sur Instagram. Donc comment ces mères en deuil vont publier et faire une mise en récit d'elles-mêmes et du deuil en se créant une identité de mère en deuil sur les réseaux sociaux pour faire communauté. Donc pour cela, en fait, il faut que je vous parle de ma recherche en général, donc de ma thèse qui ne porte pas exclusivement sur le deuil périnatal. En fait, ma thèse s'intitule, très sobrement, « L'expression du deuil sur les réseaux sociaux numériques, transformation et pluralisme normatif des pratiques et des formes de publicisation du deuil au prisme du numérique ». Donc c'est un titre à changer, évidemment, vous vous doutez. Et donc, en fait, à travers cette thèse, qu'est-ce que je cherche à démontrer ? En fait, je cherche à démontrer, à partir des publications de deuil sur les réseaux sociaux et sur son propre profil numérique, qu'il y a en fait des transformations et des incertitudes normatives autour du deuil contemporain. Donc, pour ça, je m'intéresse vraiment spécifiquement à la publication que le deuilleur, ce que j'appelle deuilleur, va publier sur son propre réseau, comme « Au revoir papy, tu es parti rejoindre mamie là-haut ». Et donc, qu'est-ce que ça va faire de nos identités numériques numériques post-mortem et des interrelations autour du deuil. Donc, c'est une thèse inscrite en sociologie et en sciences de l'information et de la communication auprès de mes deux directrices Gaëlle Clavandier et Fanny Georges. Oui, il faut que j'ai mis des petits effets sur le diapo. Donc, quelle est la méthodologie pour mener à bien cette thèse ? Alors, vu que c'est une thèse qui s'inscrit aussi en sociologie du numérique, ce que je fais, c'est une ethnographie du web. Donc, une ethnographie, relevez le petit jeu de mots avec ethnographie, évidemment. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn et X, anciennement Twitter, les publications de deuil. Et donc, je vais parcourir toutes les publications de deuil, les profils numériques qui ont publié, afin de pouvoir faire justement un gros condensé de toutes les informations et pouvoir les relever. Donc, à partir de ça, je vais faire une collecte manuelle. Donc, c'est-à-dire que je vais copier-coller en fait toutes les publications que je vais trouver, publiées de façon publique évidemment ou confiées par des personnes qui ont répondu à mes sollicitations. Et donc, à travers de ça, je vais relever aussi plusieurs variables, c'est-à-dire le genre, la relation au défunt, le nombre d'amis, la date de décès, la cause de décès, si elles sont évoquées ou largement suggérées. Et donc, qu'est-ce que je vais faire de mon corpus ? Eh bien, je vais le traiter en fait de façon qualitative, donc à travers d'une analyse de discours que mes compétences en information et communication me permettent de faire, mais aussi par un traitement automatisé lexicométrique, donc IRAMUTEC. Et donc, au final, c'est un corpus de 1022 publications que j'ai pu réunir et qui a été aussi traité. Mais par contre, évidemment, les solutions numériques ne permettent pas de comprendre le contexte et d'aller en profondeur dans l'analyse. Donc pour compléter cette approche par la trace, j'ai réalisé 82 entretiens qualitatifs qui vont d'une durée de 1h30 à 3h30. Donc c'était très long à retranscrire. Donc parmi eux, 57 deuilleurs, donc personnes qui ont publié le deuil, mais aussi 25 personnes non deuilleurs, c'est-à-dire qui sont peut-être endeuillées ou qui ne le sont pas, mais qui n'ont pas publié sur les réseaux sociaux et qui cependant ont vu des messages pour aussi appréhender cette reconnaissance, cette inter-reconnaissance de la pratique. Et donc, une fois cette thèse expliquée, tout ça m'a amené justement à glisser sur le terrain du deuil périnatal, et notamment sur Instagram. Et donc justement, en fait, pourquoi je vous présente ces problématiques autour du deuil périnatal aujourd'hui ? C'est parce que c'est un terrain qui est complètement particulier et singulier sur l'ensemble de mon terrain. Ce qui démontre bien en fait que le deuil périnatal, en tout cas sur les réseaux sociaux et de la façon dont ils sont exprimés, est tout à fait en fait singulier et particulier. Donc en quoi justement ce deuil est différencié, du moins sur les réseaux ? C'est qu'il y a d'abord une énonciation discursive différenciée, c'est-à-dire des termes qu'on va utiliser, un discours en fait qui est vraiment propre au deuil périnatal et à ces communautés de mamanges.
Ensuite, il y a des communautés numériques. Et ça, c'est quand même assez particulier parce que lorsqu'on va publier le deuil sur son propre profil Facebook, on ne crée pas une communauté. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver quand on utilise le compte du défunt et qu'on en fait une page mémorielle avec des communautés justement de gens endeuillés. Là, c'est tout à fait singulier parce que ces mères vont publier sur Instagram une publication de deuil et au travers de cette publication, elles vont avoir des commentaires, des messages privés de d'autres mères en deuil. Et ainsi, elles vont toutes commencer à se connaître et créer des liens communautaires, ce qui est assez en fait intéressant à étudier. Et ensuite, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a des trajectoires communes qui vont conduire ces mères à créer une identité de mamange. Donc mamange, contraction de maman et ange, donc maman d'un ange. C'est un terme qui est pas mal utilisé justement dans les communautés de mères en deuil, mais qui reste quand même assez décrié. Ce qui est assez particulier, c'est que quand on va en association de deuil périnatal, le terme mamange est repoussé, voire complètement interdit. Or, sur les réseaux sociaux, c'est à travers de ce terme-là qu'elles vont se reconnaître entre elles et pouvoir faire communauté. Donc, pour vous situer, je vous ai mis un petit exemple de publication assez caractéristique de ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Donc, je me permets de le lire. Journée de sensibilisation au deuil. Ah oui, je précise aussi que le message en fait a été modifié via une application pour justement ne pas pouvoir retracer ce message et garantir l'anonymat de la personne l'ayant publié. Donc journée de sensibilisation au deuil périnatal. J'ai mis au monde le date, mais elle n'a eu que 3 jours de vie. Ce traumatisme est un véritable parcours du combattant où il faut trouver la force de continuer. On doute, on pleure, on crie, on se pose 1000 questions en se demandant pourquoi cela nous arrive, qu'avons-nous fait pour mériter cela. Il y a des moments difficiles et puis un jour, on se dit qu'on ne peut pas se laisser sombrer, qu'il faut honorer sa mémoire. J'ai donc pris la plume pour raconter son histoire, celle de ma petite étoile qui m'a aidée à avancer et à me relever. Elle m'a transmis l'énergie et la force nécessaires pour continuer, pour retrouver ce sourire que j'avais perdu depuis sa disparition. 8 mois plus tard, la vie m'a apporté un nouveau souffle. J'attendais un bébé arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est le bébé qui vient après le bébé décédé, parce qu'il fait le lien entre le ciel et la terre. Ces 9 mois ont été marqués par la peur et l'anxiété, mais j'ai trouvé une certaine sérénité. Telle date, mon deuxième enfant est arrivé. Le bonheur était indescriptible. Je suis, prénom, mamange de l'enfant décédé et maman de l'enfant en vie. Je suis fière de notre cheminement et de me battre chaque jour pour mes filles, avec plusieurs hashtags. Donc en quoi, justement, ce message, il est assez caractéristique de ce que les mamans essayent de prôner sur les réseaux sociaux. Donc j'ai mis les petites phrases en rose, justement, pour pouvoir les relever. C'est qu'on remarque, en fait, qu'il y a une mise en récit d'un parcours, d'une trajectoire traumatique vers, justement, quelque chose qui va... quelque chose qui va être mobilisé justement pour recontinuer et aller justement vers une direction de sensibilisation au deuil périnatal qui va justement faire fédérer aussi les mères. Donc il y a aussi cette notion de honorer sa mémoire et raconter son histoire. En fait, au travers de ça, les mères, elles essayent vraiment d'attribuer une identité et une modalité d'existence assez particulière à l'enfant défunt. Donc elles vont republier des photos, elles vont alimenter justement leur compte avec des dessins de l'enfant ou avec des représentations, lui, de petit ange, mais aussi avec des photos de leur tombe ou du cadavre du bébé. Aussi, on va retrouver justement tous les termes, donc bébé arc-en-ciel, mamange, qui sont vraiment des termes utilisés par ces mères au sein de cette communauté et que, très personnellement, je ne connaissais pas avant d'aller sur ce terrain. On a aussi justement cette dimension statutaire. Donc le statut de mamange n'est pas la même chose que le statut de maman. Et pourtant, il inclut quand même des rôles. Il y a un rôle en fait de care auprès de l'enfant décédé, donc fleurir la tombe, penser à lui, poser une bougie, qui est différent de celui de maman d'enfant en vie, changer les couches, nourrir au biberon, etc. Et donc ça, justement, cette opposition statutaire, elle est réinvestie par les mamanges pour qu'elle soit reconnue en fait socialement. Et donc ça pose aussi des questions de politisation du deuil périnatal, dont je reviendrai dessus après. Donc, en quoi le discours est différencié ? On ne voit pas très bien ici. Vous arrivez à voir
Donc ça, c'est les résultats justement de la lexicométrie. Et donc, grâce aux catégorisations, en fait, on arrive à situer par rapport au discours émis les relations donc, entre les morts et les défunts et comment justement elles sont situées les uns par rapport aux autres. Et là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'enfant, justement, quand on perd un enfant, eh bien, il y a un discours qui est quand même caractéristique et qui est quand même très éloigné des autres types de défunts comme le grand-parent, le père, la mère. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on regarde au-dessus, il y a la catégorie filleule qui arrive. Et en fait, dans mon corpus de 1022 publications, en fait, il n'y a que 2 filleuls qui sont aussi des enfants en bas âge, qui sont des enfants de moins 1 an. Et donc, on voit justement que quand l'enfant est très jeune, voire mort-né, il y a vraiment un discours en fait, qui est assez différencié par rapport aux autres relations aux morts. Il y a aussi, évidemment, l'âge du défunt. Donc, ce tableau-là, je trouve particulièrement intéressant parce que si on regarde bien, en fait, on va de défunt le plus jeune, 1 étant le plus jeune, au défunt quasiment le plus âgé, 7, si on regarde de gauche à droite. Et donc, la catégorie 1 concerne le deuil périnatal, tandis que la catégorie 2 concerne les morts des enfants de moins de 19 ans. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir que ces récits autour de la mort d'enfants sont particulièrement en fait, singuliers sur le terrain. Et donc aussi, on a tout ce qui concerne aussi les termes qui sont propres au deuil périnatal. Donc là, on voit en fait que le logiciel m'a créé une catégorisation qui concerne quasiment exclusivement le deuil périnatal. Et donc là, on va trouver justement les bébés arc-en-ciel, les mange, les hashtags deuil périnataux. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a justement particulièrement des hashtags par rapport à ce récit de perte périnatale. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que le hashtag, ça permet une mise en visibilité par rapport à l'algorithme. Donc il y a quelque chose vraiment qui relève du fait qu'il y a une volonté de visibiliser ce deuil. Et encore une fois, qui va avec des processus de volonté de politisation de ce deuil. Ce qu'on ne retrouve pas forcément sur mes autres catégories où ce qui ressort le plus va être le prénom du défunt avec des photos, etc. Donc en fait, le fait d'amener justement cette différenciation discursive, ça va permettre en fait de faire communauté pour les mamanges par la création de néologismes. Donc bébé arc-en-ciel, poussière d'étoile, mamange, parange, papange. Et ensuite, justement, ce qui est particulier aussi dans ce discours, c'est une circulation des discours experts. C'est-à-dire que les mères, en fait, elles vont avoir des trajectoires communes dont on va revenir après. Elles vont justement alimenter leur discours par des discours qui sont déjà produits par des mamanges qui sont plus influentes, qui ont plus de followers sur les réseaux sociaux. Et donc, au travers de ça, elles vont se nourrir de ces discours pour alimenter leur propre publication. Et donc, au travers de ça, on va voir justement une circulation, en fait, de discours qui se veulent experts. Donc, sur le deuil, des termes très psychologisants, les étapes du deuil de Kubler-Ross qui sont réappropriées par rapport à elles, des discours aussi par rapport aux croyances, aux énergies, qu'elles vont réinvestir justement pour le faire circuler. Et donc ce type de discours, ça va aussi permettre une interreconnaissance entre les mamanges et justement une reconnaissance statutaire. Et donc, en fait, ces termes, justement, circonscrits à cette petite communauté, qui n'est pas si petite que ça, apparemment, permettent justement de faire communauté. C'est ces mots-là, en fait, sur lesquels les mères vont se raccrocher et pouvoir envoyer des messages, créer aussi des liens par-delà Instagram et justement créer vraiment des liens significatifs entre elles. En quoi, justement, c'est important pour elles d'avoir justement ce langage, ce champ lexical, ces néologismes? C'est que, justement, quand elles vont publier sur les réseaux sociaux un discours, elles vont faire un travail biographique, selon Ricoeur. Et donc, en fait, ce travail biographique, il a forcément lieu avec des réajustements qui sont socio-discursifs. Donc, en fait, en mettant en récit ce travail biologique, cette trajectoire de deuil, elles vont pouvoir réaffirmer un statut, une identité et le proposer, en fait, à la reconnaissance d'autrui. C'est aussi un peu le principe des réseaux sociaux. Je poste ce que je pense être représentatif de moi et je le soumets, en fait, à la reconnaissance d'autrui, afin d'être justement validé dans cette identité. Donc en fait, quand il y a une perte d'enfant, il y a justement ce flou identitaire. On peut parler de parents orphelins, on peut parler de périparents, c'est des termes qui ne conviennent pas forcément aux mamanges, mais dans tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre de ils veulent se considérer parents, ils veulent socialement se considérer comme parents, mais comment être parent s'il n'y a pas d'enfant ?
Et donc justement, cette présentation de soi par l'interstice des réseaux sociaux vient permettre de renforcer justement cette désignation identitaire de parents. Donc cet autre aspect justement, c'est faire communauté, ce qui est assez particulier sur le terrain, encore une fois, parce que les autres types de deuilleurs ne font pas communauté avec d'autres deuilleurs. C'est pas parce que j'ai perdu mon grand-père que quelqu'un d'autre qui a perdu son grand-père va m'envoyer un message et avec qui je vais créer un lien significatif. Et donc en fait, cet aspect communautaire, je le vois déjà par ma méthode de recrutement. Donc comme je vous ai dit, en premier lieu, j'ai pris les publications de deuil et après, j'ai demandé à ces personnes qui avaient publié, pour garder une main mise sur le discours, un entretien avec moi par leurs propres réseaux sociaux. Et en fait, ce qui est hyper particulier sur les méthodes de recrutement des mamanges, c'est que là, je suis passée en effet boule de neige. Donc en fait, j'ai trouvé une publication concernant le deuil périnatal d'un homme. C'est très rare, un homme qui publie sur le deuil périnatal. Sur Facebook. Donc je l'ai contacté. Il m'a dit « J'aimerais faire un entretien en binôme avec mon épouse, donc mère de l'enfant décédé. » Donc vous voyez, le numéro 2, c'est l'épouse. Et en fait, cette épouse, après cette enquête, cet entretien sociologique, a publié, toujours sur Instagram, une story disant qu'une sociologue cherchait justement des mamanges pour faire un entretien sociologique. Et en fait... à partir de ça, justement, j'ai eu des réponses de plein de femmes qui suivaient et j'ai été vraiment très sollicitée par ces femmes-là. Jusqu'à rencontrer donc, celle qui fait le centre du point, Amélia, donc évidemment le prénom est anonymisé, qui, elle, est une mamange super influente, avec, il me semble qu'elle a 7000 followers, donc ce qui est quand même pas mal. Et elle a partagé sur ses réseaux et à partir de là, en fait, on a pu voir toutes les personnes que j'ai interrogées qui ont des liens en fait d'affinité, qui suivent en fait plusieurs différentes mamanges que j'ai également pu enquêter. Et donc à partir de là, on voit justement, si on fait une sociologie des réseaux, qu'il y a justement des liens qui existent entre ces différents comptes, notamment les comptes les plus influents, c'est-à-dire ceux qui publient le plus et qui ont justement un discours expert sur le deuil périnatal. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai vraiment été sursollicitée au point où toute la partie que vous voyez entourée, c'est des personnes qui m'ont sollicité mais auxquelles je n'ai pas été jusqu'à l'entretien. Parce que, pour être très honnête, j'ai enchaîné beaucoup d'entretiens sur le deuil périnatal étant quand même des entretiens particulièrement douloureux. J'ai dû à un moment mettre le holà et faire un stop, mais j'espère pouvoir réenquêter ces mères a posteriori et peut-être même découvrir d'autres communautés de mamanges. Donc, qu'est-ce qui, dans leur... Je vais peut-être pas tout lire parce qu'on va peut-être dépasser le temps. Oui ? Pas trop. Donc, par exemple, on a Alba, 26 ans, assistante de gestion, qui fait quand il y a des posts qui parlent de décès de bébé, je mets que moi aussi, ça m'est arrivé que mon petit pleure. Et comme ça, je le vois plus comme un soutien dans le sens où, en fait, on n'est pas seul, on est ensemble. Donc là, on voit bien aussi l'aspect communautaire et de soutien qui reste. Amélia, du coup, donc la mamange influenceuse, dit on s'écrit, on s'envoie des cadeaux, des lettres, on s'écrit des cartes postales. À Noël, on s'envoie des cadeaux pour nos petits anges. Donc là, il y a vraiment une pratique aussi très matérialiste de comment s'occuper de l'enfant décédé. On ne s'est jamais vu en vrai, mais j'espère qu'un jour on pourra. Ça aussi, c'est assez significatif, c'est que ces mamanges, en fait, discutent sur des groupes WhatsApp. Il y a même une certaine hiérarchie là-dedans. Elles deviennent très amies, elles s'appellent au téléphone. Mais par contre, aucune d'elles ne s'est rencontrée en vrai. Et pourtant, elles parlent de liens très significatifs. Il y a aussi Agatha qui dit « J'ai mis mamange sur ma bio parce que au moins on sait, les autres savent et si on veut venir me parler pour ça, on peut. » Et pourtant, Agatha précise que le terme mamange, c'est un terme qu'elle n'affectionne pas forcément parce qu'elle trouve que c'est assez euphémisant par rapport à la douleur. Donc c'est très intéressant en fait que sur sa bio, elle se décrive comme mamange pour pouvoir justement proposer du soutien à ses autres mères. On voit aussi justement des trajectoires communes entre ces mères qui les conduisent justement jusqu'à un discours expert. Donc ça commence en fait par une recherche d'informations qui mène à des ressources numériques et qui tombe finalement sur Instagram. Il y a aussi quelque chose de commun, c'est que ces mères-là en fait elles ont du temps. La plupart d'entre elles en fait ont accouché de bébés mort-nés et donc du coup il y a un arrêt de travail, il y a souvent un congé maternité mais sans enfant et donc du coup il y a ce temps avec un mari qui reprend justement le travail et donc ça permet justement d'investir les réseaux sociaux, d'investir justement cette quête d'information. Et donc, à partir de ça, justement, elles trouvent ces mamanges, elles prennent contact. Il y a des créations de groupes et de sous-groupes de discussion par
expérience. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on va, dans ces sous-groupes WhatsApp, on va différencier les vieilles mamanges, donc celles qui ont eu leur deuil il y a longtemps, des nouvelles mamanges, des mamanges qui ont connu une pré-éclampsie, des mamanges qui ont connu une fausse couche, des mamanges qui ont connu une mort inopinée du nourrisson. Et donc, du coup, à partir de ça, justement, elles vont se sentir enclines à publier et créer une identité de mamange, jusqu'à, parfois, pas pour la plupart, mais pour beaucoup d'entre elles, faire complètement un compte dédié à la création de contenu deuil périnatal. Donc là, j'ai donné un exemple, mais vu qu'on est un peu court, on va passer directement à pourquoi, en fait, elles vont investir les réseaux sociaux comme moyen compensatoire. Donc déjà, pour faire communauté, parce que quand le sentiment est partagé, généralisé, il est normalisé. Donc ça, c'est Gaëlle Clavandier qui le dit. Une insuffisance en fait de la relation thérapeutique. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la plupart de ces mères en fait ont fait appel justement à un suivi thérapeutique, donc une psychologue, etc. Mais en fait, la plupart vont dire mais c'est très bien ou justement c'est insuffisant parce que j'ai besoin de parler à quelqu'un qui comprend et qui a vécu ma souffrance. Donc là aussi, on est sur des limites et des manques matériels qui pourtant sont offerts aux mamanges, mais qui ont besoin peut-être d'être discutés collectivement pour pouvoir les résoudre. Il y a aussi un sentiment d'isolation et de solitude. Donc déjà le congé maternité sans enfant, l'arrêt de travail, il y a souvent une rupture en fait avec le travail, c'est-à-dire qu'elles vont aller dans une autre entreprise ou changer complètement de travail. Il y a une isolation géographique, c'est-à-dire que les associations de mamanges, en fait, elles ne sont pas forcément dans toutes les villes. Donc beaucoup de mamanges qui sont dans la campagne vont réinvestir les réseaux sociaux pour trouver justement des ressources, soutien et d'autres personnes qui ont connu le deuil. Et enfin, investir les réseaux sociaux, ça permet de politiser le deuil périnatal. Donc encore une fois, réaffirmer un statut. Créer des contenus en fait, pour accompagner le deuil et le faire reconnaître, et aussi dénoncer les violences symboliques, notamment administratives, et notamment avec la CAF et plusieurs aides en fait, qui sont annulées à la mort d'un enfant. Du coup, en fait, moi, les problèmes, je vais faire très très vite, les problèmes que j'ai relevés, en fait, je prends comme outil la triple dimension que Van Gennep utilise pour étudier les rites de passage, donc Van Gennep qui est un anthropologue, donc c'est-à-dire temporalité, spatialité et statut. Donc temporalité, en fait, il y a aussi un problème dans le temps où on donne les informations, notamment à l'hôpital. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, ils vont donner vraiment pléthore d'informations, mais en fait, il est trop tôt pour les mères pour digérer ces informations parce que justement, elles n'ont pas encore fait, entre guillemets, cette affirmation de statut de mère sans enfant. Et donc, en fait, l'information va trop vite et c'est pour ça qu'elles vont le complémenter en se renseignant sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a aussi tout ce qui relève du soutien. De l'arrêt de travail. Le soutien, en fait, même des proches, n'a pas lieu sur le long terme. Au bout d'un moment, les personnes disent il faut que tu arrêtes de parler de ton enfant, il faut que tu arrêtes de parler de ta fausse couche. Et donc, justement, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la solitude. Ensuite, en termes de spatialité, donc l'accompagnement qui peut être justement éloigné, donc des allers-retours en voiture, surtout si la personne n'est pas motorisée, ça peut être assez compliqué, mais surtout les lieux d'expression et de reconnaissance. C'est-à-dire qu'au sein même du foyer, le mari justement ne vit pas, entre guillemets, la même douleur et n'a pas le même moyen d'expression que la femme, et donc elle ne se sent pas reconnue en fait dans sa douleur, mais c'est aussi le cas dans son cercle amical, parce qu'il y a beaucoup de ruptures amicales qui ont lieu après, et même dans une rupture familiale. Donc beaucoup de personnes qui disent c'est pas grave, t'es jeune, t'en feras un autre, ce qui est considéré justement comme des violences. Donc même dans les espaces intimes, en fait, il n'y a pas cette possibilité d'exprimer sa tristesse. Et enfin le statut, mais là j'en ai peut-être beaucoup parlé, donc je vais peut-être passer. Et donc justement, en fait, cette communication, elle a vocation à soumettre ces résultats sociologiques qui démontrent justement des manques ou des problématiques, des difficultés du moins que les mères en deuil rencontrent. Et c'est ce que j'aimerais ouvrir justement à la discussion interdisciplinaire, comment agir collectivement sur les difficultés racontées par ces mères en deuil. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, moi ce qui m'a interrogé, alors je trouve le travail formidable que vous avez fait, vraiment bravo. Et la place du père, vous la discutez jamais. Alors je suis parti pris, mais
Alors justement, c'est très intéressant parce que j'ai essayé de solliciter des pairs qui ne m'ont pas répondu. Mais ça, c'est assez connu en sociologie. Les hommes répondent beaucoup moins aux enquêtes que les femmes. Et donc en fait, il y a beaucoup de pairs justement. Et en fait, c'est assez particulier parce que j'ai un corpus aussi de messages de pairs en deuil qui ne sont pas sur Instagram, qui sont sur Facebook. Bizarrement. Je ne saurais expliquer pourquoi pour l'instant. Et donc c'est vrai que les pairs, en fait, c'est un discours qui est complètement différent et qui va être plus... politisants en fait. Ils vont moins raconter justement un parcours émotionnel, ils vont utiliser plus le jeu, mais ça c'est tous les hommes dans le deuil qui utilisent beaucoup plus le jeu que les femmes. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est surtout essayer justement de politiser le deuil en parlant des institutions, en créant aussi notamment des associations, mais on voit qu'il y a quand même des rôles qui ont l'air différenciés. Là, le problème, c'est que j'ai eu beaucoup des mères. Et que justement, en fait, d'un rapport très subjectif, en fait, parce que déjà, les pères n'étaient pas là et les pères ont repris le travail la plupart du temps, j'ai eu que cette impression, en fait, ce discours des mères, qui n'est peut-être pas vrai puisqu'il est subjectif, de pas se sentir, en fait, écoutée par son mari ou de ne pas vivre, pas avoir l'impression de vivre le même deuil que son mari. Donc c'est vrai que ce serait passionnant d'étudier les hommes en deuil, mais malheureusement, messieurs, je vous invite à répondre à nos sollicitations. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis Océane, postdoc à l'Université de Lille sur un projet autour de la communication sur le deuil périnatal. Incroyable. C'est parfait. Et il y a deux choses que je voudrais dire. D'abord, je trouve ça bien de dire dans la présentation que c'est difficile de faire ces entretiens et de dire je fais une pause parce que c'est trop difficile et parfois, je ne sais pas si c'est ton cas, mais le corpus peut me faire pleurer et c'est OK. Et j'ai une question parce que tu parles des termes. Et donc, nous, c'est vraiment ce qu'on analyse, mamange, papange, mère en deuil, mère endeuillée, la différence, etc. Est-ce que toi, tu t'es posé la question aussi de comment parler de ces personnes? Parce que là, tu utilises mamange parce que principalement, c'est sur mamange. Tu dis mère en deuil. Et donc... utiliser les mots des parents, enfin, je trouve ça très important, sauf que là, ils ne sont pas forcément d'accord sur les mots et c'est bien aussi. Donc, comment tu as fait pour choisir les mots que tu utilises pour parler des parents? Oui, bah merci pour cette question très intéressante. Et il faudra qu'on discute tout à l'heure à la pause. Oui, en fait, au début, j'utilisais beaucoup le terme de mamange parce que quand j'avais préparé ma thèse, je ne m'étais pas du tout posé la question du deuil périnatal. Et j'ai trouvé justement ce terme de mamange qui est proéminent sur les réseaux sociaux, mais je suppose que vous le savez très bien. Et donc je me suis dit, tiens, toutes les mères en deuil en fait se font appeler mamange. Et donc j'ai d'abord commencé comme ça en les appelant mamange, etc. Et c'est au fur et à mesure de mes entretiens, de mes discussions que je me suis rendu compte qu'il était assez décrié. Donc oui, je suis très d'accord dans le fait de garder le terme que la personne utilise pour se décrire. Mais c'est vrai que je pense que lors de la rédaction de ma thèse, je vais peut-être plutôt utiliser mère en deuil qui fait plutôt consensus, tout en gardant en fait dans la dénomination propriétaire d'un compte Instagram dédié mamange, parce que dans ce cas elle le revendique et je trouve ça important quand même si elle veut se revendiquer mamange de le dire. Donc c'est vrai que c'est des questions que je me suis posées. Et d'un côté, j'ai envie de froisser personne parce que mamange, c'est un terme qui, dans mon terrain, revient. Et c'est pour ça que je l'emploie ici devant vous, parce que les quinzaines d'enquêtés que j'utilise, je crois qu'il y en a 2 qui ne sont pas d'accord avec ce terme, mais qui se font quand même appeler mamange sur leur bio. Donc je trouve qu'en fait, mamange, c'est quelque chose de très numérique et de très Instagram. Donc c'est vrai que j'ai envie de garder ce terme de temps en temps, mais pour parler peut-être plus généralement du deuil et peut-être même sur d'autres plateformes, utiliser le mot de mère en deuil, oui. On va prendre une dernière question et ensuite on va s'arrêter malheureusement pour... Merci beaucoup pour votre présentation. Je trouve qu'il fait vraiment écho au fonctionnement déjà hospitalier peut-être du deuil prénatal, avec cette idée de créer une histoire, de favoriser le travail biographique avec cet enfant et qui... voilà, dans cette même lignée. Je voulais savoir si vous aviez vu une différence sur le temps fait avec la période Covid, qui a isolé aussi... Alors non, malheureusement, parce que j'ai commencé ma thèse après le Covid.
Et justement, ça a été une vraie problématique pour extraire en ligne les documents parce qu'il y a des deuils justement qui ont lieu pendant la période Covid. Donc j'ai essayé de le relever quand c'était nécessaire. Mais en fait, ce qui est très étrange et ce que démontre aussi le projet de recherche Covid-Deuil, c'est qu'il n'y a pas tant en fait, de différenciation, en fait, en tout cas par le numérique, entre le Covid et aujourd'hui. Donc je vois pas trop de différence. Et en fait, il me semble pas avoir de mères justement qui ont perdu leur enfant durant le Covid. Donc j'ai pas d'informations là-dessus malheureusement. Merci beaucoup. On va passer à la dernière intervention de la matinée.